On a l'impression de pouvoir souffler un tout petit peu, puisque Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, a annoncé qu'un accord de paix a été trouvé dans la guerre au Liban. Alors évidemment, c'est un accord qui est fragile. Netanyahou a déjà prévenu que si le Hezbollah tente de se réarmer, eh bien ils attaqueront. Et par ailleurs, certains se questionnent sur le contenu même de cet accord. Mais ça reste une source d'espoir pour beaucoup. Alors aujourd'hui, on va vous aider à comprendre les enjeux de cette trêve, comment elle a été négociée, quelles sont les conséquences sur la population libanaise et sur la suite du conflit. Et pour en parler, on reçoit Camille Neveu. Salut Camille. Bonjour. Camille, tu es chef adjointe du service Planète de Libération. Est-ce que ce cessez-le-feu signifie la fin de la guerre au Liban ? Alors, je pense que c'est ce que tous les Libanais et les Israéliens espèrent, et nous aussi. En fait, hier soir, avant que l'accord soit annoncé, toute la journée d'hier, les Libanais comme les Israéliens ont vraiment oscillé entre espoir, entre scepticisme. On disait que le cessez-le-feu n'allait pas arriver, que s'il arrivait, il n'allait pas être respecté. Finalement, effectivement, Benyamin Netanyahou, à 19h, heure française, a annoncé que le cabinet de sécurité israélien allait donner son accord et que donc voilà, le cessez-le-feu allait être adopté par Israël. Et puis ensuite, on a eu un petit peu plus tard dans la soirée une déclaration conjointe du président Macron et du président Biden, voilà, qui nous annonçait aussi ce cessez-le-feu. Et là, des deux côtés, surtout au Liban, puisque c'est vraiment le Liban qui était aussi voilà sous un déluge de feu. La journée de mardi a été extrêmement violente. Il y a eu de bombardements très violents dans la banlieue sud, énormément de fumée, énormément de débris. Les gens ont commencé à fuir la banlieue sud, à partir vers le nord de Beyrouth, vers le nord du pays. Il y avait des embouteillages. Pardon, tout le monde essayait de se mettre un peu à l'abri. Il y a des gens qui sont allés sur des plages publiques pour essayer d'échapper aussi à des destructions d'immeubles. Donc voilà, c'était une journée avec beaucoup d'espoir, mais aussi beaucoup d'angoisse. Le soir, les gens ont commencé un petit peu à souffler, et puis en fait, la trêve est entrée en vigueur à 4h heure locale, 3h heure française. Et ce matin, moi, j'ai appelé nos correspondants sur place, Arthur Saradin à Beyrouth et Nicolas Rouget en Israël, pour faire un point avec eux. On s'était quittés tard la veille, on s'est retrouvés ce matin, et j'ai senti dans leur voix qu'il y avait quand même un vent d'optimisme et d'espoir, et ça a fait du bien. Et notamment, Arthur à Beyrouth a posté ce matin une vidéo, une vidéo du paysage qu'il voit de sa fenêtre et où on entend les oiseaux. Ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps à Beyrouth. Il n'y a plus de bombardements, il n'y a plus de fumée. Et voilà, il était très content, comme beaucoup de Libanais. Je vous fais une toute petite pause. Merci beaucoup de regarder cette vidéo. Si elle vous plaît, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Libération. On en publie chaque semaine. Donnez-nous votre avis en commentaire et je vous souhaite un bon visionnage. Alors, on va rentrer dans le détail de toutes ces nouvelles qu'on a. Pour commencer, est-ce qu'on peut faire un petit retour en arrière ? Est-ce que tu peux m'expliquer quelle était la situation du conflit avant cet accord ? Tout à fait. Alors, je vais faire un petit retour, si je puis dire, historique. On va remonter en fait au 7 octobre, jour où le Hamas a lancé depuis l'enclave de Gaza une attaque terroriste contre Israël. Dès le lendemain, le 8 octobre, le Hezbollah a commencé à lancer des tirs de roquettes contre Israël en soutien à Gaza. Et pendant à peu près un an, on a eu une espèce d'affrontement de basse intensité, si je puis dire, entre le Hezbollah libanais et les Israéliens autour de la frontière. Et les choses se sont vraiment dégradées au mois de septembre. On a d'abord eu l'attaque aux beepers. Vous savez, ces beepers qui étaient détenus par des membres du Hezbollah qui ont explosé, une attaque menée par Israël. Et ensuite, suite à ça, on a, je crois aussi la date de mémoire, la date, c'est le 23 septembre. Les bombardements ont commencé, en fait, sur le sud Liban, les bombardements aériens, puis sur Beyrouth. Et on a eu ensuite une offensive terrestre qui a été menée par Israël, au sud du Liban. Voilà, donc on a eu 2 mois vraiment de guerre très intense. Il y a près de 4000 personnes qui ont perdu la vie côté libanais. Voilà, donc ça c'est un petit peu un retour historique sur ce qui s'est passé et donc qui nous a amené à cet accord. Et du coup, tu le disais tout à l'heure, concrètement, il y avait des bombardements quasiment constant, c'est ça ? Comment ça se passait pour la population ? Oui, il y avait des bombardements constants. Il y avait aussi donc l'offensive terrestre au sud Liban, des bombardements constants qui étaient menés sur le sud, qui ont été menés sur le sud de Beyrouth, mais aussi sur le centre. Et il y a eu des bombardements aussi dans la Bekaa, donc qui est la partie à l'est du Liban, à la frontière syrienne. Voilà, c'était des bombardements incessants. Il y a eu des bombardements aussi qui ont visé Byblos, non loin de Byblos. On va là vraiment différents endroits du pays. Et je crois qu'il y avait même aussi parfois le nord qui a été bombardé, pas beaucoup, mais donc il y a vraiment peu d'endroits où les Libanais se sentaient en sécurité. Il y a eu énormément de déplacés, de gens qui ont été déplacés à l'intérieur du Liban et même réfugiés en Syrie. Et ça, c'était vraiment quelque chose d'étonnant parce que quand on connaît la situation de la Syrie, où 90% de la population vit sous le seuil de pauvreté, où la situation est vraiment délétère, les gens se
sont réfugiés là-bas vraiment par dépit. Et puis, il y a quelques jours, on a commencé à voir des Libanais et des Syriens revenir au Liban, fuir la Syrie parce que la situation économique et sociale était trop difficile. Enfin voilà, c'était vraiment un espèce de chaos à la fois libanais, syrien dans la région. Et donc, ce cessez-le-feu va aussi, on espère, mettre fin à tout ça. Donc c'est ça, le cessez-le-feu apporte pas beaucoup d'espoir. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment est-ce que ce cessez-le-feu il a été négocié? Comment est-ce que ça s'est passé? Notamment parce que je crois avoir lu qu'il y a les présidents américains et français qui ont joué un rôle dans cette négociation. Alors tout à fait. En fait, ça fait des semaines que l'émissaire américain pour le Liban, qui s'appelle Amos Hochstein, dont on a fait le portrait dans le journal, se démène en fait pour obtenir un cessez-le-feu entre les deux parties. Au départ, il y a un plan américain qui était présenté, et puis la France a été associée parce qu'elle a des liens très forts avec le Liban. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, ce que nous a rapporté la presse libanaise, c'est que Benyamin Netanyahou ne voulait pas que la France soit associée aux négociations, ni qu'elle soit dans le comité de surveillance internationale qui va être mis en place. Voilà, c'est ce qui, notamment, une des parties de l'accord. Et puis finalement, les États-Unis ont fait pression, et puis la France a été, c'est assise autour de la table. Et après, ça a été vraiment mené conjointement par l'Élysée et par la présidence américaine. Et c'est lié à quoi le fait qu'Israël ne voulait pas que la France prenne part aux négociations? Les relations entre la France et Israël sont pas très bonnes. C'est un euphémisme de dire ça, notamment entre M. Macron et M. Netanyahou. Donc voilà, c'était pour ça, essentiellement. Et donc, comment est-ce que ça s'est débloqué? Comment est-ce qu'ils ont travaillé pour atteindre cet accord de paix une fois que la France est rentrée dans la négociation? Alors, donc finalement, les États-Unis, en fait, la France a joué un rôle, mais les États-Unis ont pesé de tout leur poids sur Israël et sur Netanyahou pour le contraindre à accepter cet accord, notamment, si j'ai bien compris, en brandissant la menace d'arrêter de livrer des armes ou de diminuer les livraisons d'armes. Et il faut savoir aussi que Benyamin Netanyahou était sous pression de l'armée israélienne, qui visiblement pesait pour qu'il y ait un cessez-le-feu qui soit adopté au Liban. L'armée israélienne qui est aussi déployée à Gaza. Je rappelle qu'il y a aussi des tirs qui sont menés régulièrement sur la Syrie. Donc voilà, dans un contexte de déploiement régional, l'armée voulait vraiment fermer, entre guillemets, le front libanais. Il faut dire aussi que l'armée est fatiguée. Vous avez beaucoup de soldats qui ont des syndromes post-traumatiques. C'est quand même une situation aussi très très compliquée à vivre pour les Israéliens, pour l'armée libanaise et pour le pays. Et donc du coup, là concrètement, qu'est-ce que cet accord raconte? Qu'est-ce qu'il y a dans cet accord? C'est quoi les conditions du cessez-le-feu? Alors, ce qui est très étrange, c'est que c'est un accord qui n'a pas été publié publiquement. Visiblement, le média L'Orient le Jour y a eu accès. Donc, on sait assez peu de choses. C'est un accord selon L'Orient le Jour, donc je cite, puisque moi, je ne l'ai pas vu. C'est un accord en 13 points. Et en fait, la petite subtilité, c'est qu'il semble que ce soit plutôt une mise à jour de la résolution de l'ONU 1701 qui avait été adoptée en 2006 pour mettre fin à la guerre entre Israël et le Liban. Et en fait, c'est une petite subtilité qui a toute son importance, puisque je vous rappelle que le Liban n'a plus de président et que donc, en fait, c'était compliqué de faire adopter cet accord par le Liban formellement, et donc le fait que ce soit une simple mise à jour de la résolution fait que l'accord n'a pas besoin de passer ni devant le Parlement, ni d'être ratifié. Voilà, il a juste été annoncé aujourd'hui par le Premier ministre libanais, Najib Mikati, mais c'est aussi pour ça qu'on attendait, ça pouvait un peu prêter à confusion, on avait l'impression que le feu vert venait que de la partie israélienne, mais en fait les Libanais avaient déjà donné leur accord et n'avaient pas besoin de le donner formellement comme c'était le cas en Israël. Est-ce que cet accord, il est, de ce qu'on en sait, est-ce qu'il est équilibré? Est-ce qu'il y a des inquiétudes sur les conséquences que ça pourrait avoir sur le conflit, sur le Liban? Comment est-ce que ça se passe? Alors oui, il est de fait, comme on n'y a pas accès, c'est un peu compliqué de le commenter, mais en fait, beaucoup de personnes, beaucoup de journalistes notamment, de spécialistes de la région, avant qu'il soit signé, avaient peur que les zones de flou permettent notamment aux hostilités de reprendre. En fait, cet accord stipule notamment sur la base de la résolution 1701 que le Hezbollah se retire du sud Liban, qui est délimité au Liban par le fleuve Litani, donc passe au nord du fleuve Litani. Et c'est donc un cessez-le-feu de 60 jours. Et à l'issue des 60 jours, il est stipulé aussi que l'armée israélienne se retirera du Liban pour repasser du coup au nord d'Israël, et que seuls peuvent être présents dans cette zone de fait tampon de plusieurs dizaines de kilomètres l'armée libanaise et la FINUL, donc la force internationale de l'ONU dédiée au Liban. Aujourd'hui, ce serait quoi les conséquences de ce cessez-le-feu pour le Liban évidemment, mais aussi pour ses habitants?
Alors, Arthur Saradin, notamment, va nous raconter sur le site cet après-midi, dans le journal de demain, le fait que tous les habitants, beaucoup d'habitants veulent rentrer chez eux. Dans le sud, il y a énormément d'embouteillages, beaucoup de joie au milieu des décombres. Les gens veulent retourner, à la fois, pas forcément, veulent retourner dans le sud-Liban. Ce qui va être très compliqué, c'est pour les villages frontaliers, puisque Israël a extrêmement peur que des habitants et des combattants du Hezbollah se réinstallent. Bon, il y a beaucoup de choses aussi qui ont été détruites. Notamment, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que la peur israélienne, c'est qu'il y ait des combattants du Hezbollah qui s'installent. Et ils nous expliquent qu'ils ont peur que le Hezbollah creuse des tunnels et qu'on aboutisse à une attaque comme il y a eu depuis Gaza le 7 octobre. Voilà, ça c'est ce que racontent les Israéliens. Les gens, Arthur me disait ce matin, et je pense qu'on l'expliquera dans le journal, les gens vont essayer de se réinstaller, pas tout à fait à la frontière, un petit peu plus loin, dans ce qui n'a pas été détruit. Et puis après, il va aussi y avoir la question de la reconstruction. Parce que évidemment, on voyait déjà les autorités libanaises qui disaient oui, dès ce matin, nous allons reconstruire le poste frontière de Masna entre la Syrie et le Liban. Il y a aussi une volonté libanaise d'aller vite. Le cessez-le-feu ne va durer que 60 jours. C'est à la fois court et long. Ces 60 jours nous amènent à la présidence américaine, à la présidence Trump. Et une fois que Trump sera aussi aux manettes aux États-Unis, peut-être que lui décidera d'accorder plus de largesse au gouvernement Netanyahou par rapport à la position Biden. Donc les autorités libanaises aussi veulent aller vite pour s'assurer que les gens reviennent, les villes, les maisons puissent être reconstruites. Mais du coup, c'est vraiment, donc ça ne durera que 60 jours. L'arrêt des bombardements, l'arrêt des hostilités. Des hostilités ne durent que 60 jours. Oui, et à l'issue de ces 60 jours, on verra si les discussions seront menées, bien évidemment, avant ça, mais on va voir si le cessez-le-feu tient et s'il est possible de le pérenniser dans les conditions qui ont été prédéfinies. Je rajoute juste une chose, il semblerait aussi qu'à cet accord en 13 points ait été ajouté un accord entre le gouvernement américain et le gouvernement israélien qui donne des gages au gouvernement israélien sur le fait qu'effectivement, il n'y a pas de combattants qui reviennent et que, notamment, ce qui pose problème côté libanais, les Israéliens puissent contrôler l'identité des gens qui reviennent au sud-Liban. Ça, c'était une des grosses inquiétudes libanaises. J'ai du mal à comprendre quel est l'impact de l'élection présidentielle américaine sur ce conflit et pourquoi est-ce que ça a défini la durée de 60 jours. Alors, juste une chose, je précise. Donc voilà, les gens reviennent chez eux côté libanais, mais ils reviennent aussi chez eux côté israélien. C'est ce que nous racontera notre correspondant en Israël qui est revenu ce matin. Même si effectivement, ce retour aussi pose beaucoup de questions, mais côté israélien, il y avait plus de 60 000 déplacés. C'était beaucoup plus côté libanais, mais voilà, il y a aussi des gens qui n'habitent plus à la frontière depuis un an côté Israël et qui ont envie de rentrer chez eux. Des écoles qui ne fonctionnent plus et dont on espère qu'elles refonctionneront. Donc pour la présidence américaine, oui, Donald Trump, lors de son premier mandat, avait montré qu'il était un allié fidèle d'Israël et il n'y a aucune raison pour que ça change pendant cette deuxième présidence. Notamment, va se poser aussi la question de Gaza sur la présidence américaine. Son gendre, Jared Kushner, qui suit de près la question moyen-orientale, avait déclaré dans le Guardian que finalement, ce serait pas mal qu'on construise à Gaza des hôtels, que ça pourrait être une formidable côte pour faire du tourisme. Mais donc vous imaginez bien que ce serait, dans le cas d'une annexion, d'une privatisation de Gaza par les Israéliens, ça vous donne une idée de ce que peut penser l'administration Trump et de ce qu'elle peut faire dans la région et de ce qu'elle peut accorder en termes de blanc-seing au gouvernement de Netanyahou, à la fois sur Gaza, mais aussi au Liban. Si Trump dit dans 2 mois, mais non, finalement, ce cessez-le-feu, ça marche pas du tout, et puis Israël a le droit à légitime défense, Israël peut se défendre, on peut avoir une reprise du conflit. Justement, sur la situation à Gaza, comment est-ce que cet accord, concrètement, pourrait avoir une influence sur ce qui se passe dans Gaza, au-delà donc de ce que Trump a pu dire? Alors c'est la deuxième question du jour. Ce matin, le Hamas en fait a annoncé qu'il était prêt lui aussi à une trêve avec Israël. La Turquie aussi a dit que ce serait très bien de se saisir de cessez-le-feu au Liban pour obtenir un cessez-le-feu à Gaza. Et voilà, il y a un émissaire américain qui est actuellement en Arabie Saoudite pour discuter d'un cessez-le-feu à Gaza. Toutes les parties, en fait, que ce soit les Qatar, l'Égypte, donc maintenant l'Arabie Saoudite, la Turquie, mais aussi tous les États-Unis,
États-Unis, tout le monde va essayer de s'arrimer à cet accord sur le Liban pour pouvoir essayer d'obtenir un accord à Gaza. Sauf qu'en fait, Benyamin Netanyahou aurait aussi cédé sur le Liban pour pouvoir, en échange de pouvoir continuer à vider l'enclave de ses habitants. L'idée, c'est vraiment, on l'a aussi raconté dans Libé la semaine dernière, l'idée notamment dans le Nord, c'est de créer une espèce de zone tampon, vidée de ses habitants, ou alors où les habitants vivraient dans des camps fermés, dont l'identité serait contrôlée de manière biométrique. Les routes ont été rasées pour faire des routes plus grandes, pour que les soldats israéliens aient une vision plus large et que des combattants du Hamas ne puissent pas revenir. La grosse crainte, c'est qu'en fait Gaza soit un peu sacrifié. Gaza qui est déjà tellement meurtri sur l'autel des négociations libano-israéliennes. Et vous avez notamment derrière les familles israéliennes d'otages aussi qui ont poussé un cri d'alarme en disant on a peur qu'effectivement Gaza soit oublié, sacrifié et que les otages ne reviennent jamais. Et c'est pas parce qu'il y a un cessez-le-feu au Liban qu'on doit oublier nos otages israéliens détenus à Gaza. Dans ce contexte-là, c'est quoi la place du Hezbollah dans le contexte du cessez-le-feu puisque c'est la guerre, le conflit est mené entre Israël et le Hezbollah, qui est donc, corrige-moi si je me trompe, une organisation terroriste, notamment au sein du Liban. Comment ça se passe par rapport au Hezbollah ? Alors, le Hezbollah n'a pas négocié directement. C'est le Hezbollah qui menait la guerre, mais c'est l'État libanais qui a négocié au nom du Hezbollah, notamment le dirigeant du Parlement qui s'appelle Nabi Berri, qui fait partie de la force chiite Amal, qui est proche du Hezbollah. Donc, il y avait un canal aussi de transmission comme ça. Et le Premier ministre aussi a négocié. Et donc, l'État libanais, en fait, s'est porté garant du fait que le Hezbollah n'allait pas reprendre les hostilités. Après, c'est aussi une des vraies questions qui se posent. C'est est-ce que le Hezbollah... En 2006, il y a eu cette volonté-là et on voit que ça n'a pas fonctionné puisque le Hezbollah continue à se développer, à se réarmer, etc. Puis ça nous a amené à la situation qu'on connaît aujourd'hui. C'est une vraie interrogation, oui. Parce qu'il y a aussi une interrogation du fait de la puissance, entre guillemets, de l'armée libanaise et quelle place ils peuvent avoir par rapport au Hezbollah, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors, il faut aussi rappeler que le Hezbollah est quand même affaibli. Les Israéliens ont tué son chef, Hassan Nasrallah, d'autres grandes têtes du mouvement. Vous avez énormément aussi de gens, alors des combattants, mais aussi des gens de la branche plus administrative, si je puis dire, parce que c'est à la fois un mouvement combattant, mais c'est aussi un mouvement qui gère la vie des gens, si je puis dire, qui s'est aussi implanté là où il y a eu un vide qui a été laissé de la part de l'État libanais. C'est aussi le parti ministre a aussi réussi à se glisser dans des interstices et puis à grossir et à finalement gérer la vie des gens. Donc il y a quand même, voilà, le mouvement est affaibli, les différentes composantes du mouvement sont affaiblies. Après, effectivement, c'est une très bonne remarque, le déploiement de l'armée libanaise va être quelque chose de très important. On parle de 10 à 15 000 hommes qui pourraient être déployés au sud. Voilà, c'est une armée qui est professionnelle, mais qui, je pense ne pas vous dire de bêtises, n'a jamais combattu. Donc du coup, elle va aussi. C'est aussi pour ça qu'il y a un comité international de surveillance qui sera notamment épaulé par la France et les États-Unis pour faire en sorte que d'épauler aussi l'armée libanaise dans ce cessez-le-feu. Je voulais que tu nous réexpliques un petit peu concrètement aujourd'hui au Liban, le gouvernement est assez faible entre guillemets puisque il me semble que c'est un gouvernement provisoire. Pourquoi ? Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Et c'est quoi les rapports avec aujourd'hui le Hezbollah ? Alors effectivement, le gouvernement est faible et on peut dire d'une certaine manière que l'État est faible puisqu'il n'y a pas de président. C'est un gouvernement, vous savez, qui est composé de... où les différentes... factions ethniques et religieuses sont représentées et finalement le gouvernement est affaibli mais fonctionne comme ça depuis des mois et je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est aussi pour ça que les parrains entre guillemets de l'accord que sont la France et les États-Unis sont importants pour faire en sorte que le cessez-le-feu soit mis en place. Et il y a une autre brique qui s'ajoute à tout ça. Dès ce matin, en fait, les Libanais, je crois qu'il me semble que c'est le Premier ministre, a appelé le Liban à se saisir de cette opportunité pour enfin se trouver un président et faire en sorte que l'État libanais soit renforcé. Et ça, c'est effectivement extrêmement important. Si le Hezbollah, donc je disais, a pris une place laissée vacante, si on veut pas qu'il se reconstruise dans cette place laissée vacante, il faut effectivement qu'il y ait un État libanais qui soit plus fort. Il me semble que Jean-Yves Le Drian, qui est l'émissaire donc de l'Élysée, donc l'émissaire français au Liban, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet de trouver un président pour le Liban, il me semble qu'il devait se rendre dès aujourd'hui à Beyrouth, notamment pour plancher sur ce dossier.
Est-ce que tu peux nous faire un bref rappel de ce qu'on peut trouver comme analyse dans Libé là aujourd'hui, sur le site, demain dans le journal, pour comprendre cette situation ? Tout à fait. Alors nous, on a publié hier soir ce qu'on appelle dans notre jargon un breaking au moment de l'annonce du cessez-le-feu pour expliquer ce que c'était que ce cessez-le-feu, comment c'était un petit peu passé cette dernière journée de négociation. On a vu dès hier soir 2 reportages de nos correspondants, donc un au Liban et un en Israël. Ce matin, on a mis en ligne une grande analyse sur ce qu'est cet accord, de quoi il est composé, comment est-ce qu'il a été négocié, donc ce dont on a parlé là, mais voilà, on rajoute encore pas mal de détails, pas mal d'analyses. Et puis, vous retrouverez en fin de journée en ligne un nouveau reportage donc, de nos correspondants au Liban et en Israël qui ont chacun rejoint. L'un est descendu vers le sud Liban et l'autre est monté au nord d'Israël, qui vont nous raconter comment les gens essayent de rentrer chez eux, des 2 côtés, avec les difficultés et toutes les questions que ça se pose et toutes les précautions. Et on aura également un papier à venir sur Gaza, puisqu'effectivement, c'est une des grosses questions qui se posent. Et maintenant, Gaza. Je vois qu'on a une question juste dans le chat de Ken Loche. Est-ce que ce n'est pas la corruption qui a discrédité les politiciennes au Liban avant la mauvaise organisation ? Et si oui, comment espérer que cela se règle en urgence ? Alors oui. C'est une très bonne remarque. La corruption est aussi effectivement responsable de tout ça. Se régler en urgence, ce sera pas possible. Ça va être un travail de très longue haleine et c'est effectivement une des grandes questions qui va se poser. Oui, sur la reconstruction de l'État libanais et comment faire en sorte que le Hezbollah prenne aussi moins de place, bien sûr. Donc, comme je le disais, on est revenu sur les conséquences de ce conflit, de cet accord, sur la population libanaise, la population gazaoui, palestinienne, sur les Israéliens. Maintenant, Camille, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours ? On va surveiller en tout cas, je ne sais pas ce qui va se passer, mais nous, je peux vous dire qu'au journal, on va surveiller avec attention voir si le cessez-le-feu est respecté en fait. Ce matin, il y a eu des premiers tirs de sommation de l'armée israélienne parce que à destination de gens qui essaieraient de revenir donc à la frontière. Je vous expliquais que les Israéliens ont très peur que le Hezbollah se réimplante. Donc voilà, on va suivre ça en fait. Est-ce que c'est un cessez-le-feu qui s'annonce comme pérenne ou qui s'annonce comme fragile ? On va vraiment essayer de voir tous les signaux forts et les signaux faibles et en espérant effectivement que ça tienne, oui. Mais il y a déjà des troupes qui ont quitté le pays ou qui... Des troupes israéliennes ? Ouais. Non, les Israéliens... Alors, les bombardements, normalement, il n'y a plus de bombardements. Les Israéliens sont encore au sol, dans le sud Liban, et on dit qu'ils ne se retireraient que quand ils seront sûrs que le Hezbollah sera retiré et que, du coup, l'armée libanaise et la FINUL se seront déployés. Donc, les Israéliens ne vont pas se retirer tout de suite du pays. Normalement, un cessez-le-feu est un cessez-le-feu, et il n'y a plus de tirs, il n'y a plus de bombardements, il n'y a plus rien. Merci beaucoup, Camille, pour tous tes éclairages. Merci à vous.